J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'au gré de vos voyages, vous assistez à une évolution du goût dans ces pays émergents qui pourraient justement, à terme, fixer un peu donc les termes du marché, arriver à ce que vous appeliez tout à l'heure, dans le fond, des marchés matures, c'est-à-dire où la demande viendrait d'une... Alors j'ai envie de parler de plusieurs sujets. D'abord, les vignobles chinois. On plante beaucoup de vignes en ce moment en Chine. Et on me dit, mais vous n'êtes pas inquiet, vous, de voir de la vigne se planter en Chine pour faire des vins? Et des vins rouges en plus. Je dis non. Moi, plus on plantera de la vigne en Chine, plus on produira du vin en Chine, et si possible, le meilleur possible. Et si possible, le meilleur possible, ça veut dire qu'il soit assez différent de ce qu'il produisait il y a 10 ans, qui était vraiment pas terrible, et qu'il soit de plus en plus vers les standards internationaux, donc vers les vins français. Et plus la Chine produira des vins dans les standards internationaux, et bien plus il y aura de consommateurs chinois qui boira des vins rouges de qualité moyenne aujourd'hui, que j'espère bonne demain, et plus ils boiront du Bordeaux après. Donc je préfère un Chinois éduqué au vin qu'un Chinois éduqué à la bière ou au whisky. Donc plantons de la vigne, tout ce qu'ils veulent là-bas, ça me va très bien. De toute façon, ils finiront à Bordeaux. Et le meilleur exemple de ça, c'est que si on parle des États-Unis, après l'État de New York, l'État le plus consommateur de vin aux États-Unis, de vin de Bordeaux, c'est la Californie, qui est le plus gros producteur de vin. Donc, quand les gens savent et connaissent le vin, ils boivent du Bordeaux. Donc, que les Chinois boivent beaucoup de vin produit de chez eux, super, je prends. La deuxième question sur la consommation, c'est peut-être la gastronomie française. Alors, il ne faut pas imaginer qu'on va modifier les habitudes alimentaires chinoises. Hein. La cuisine chinoise est superbe et elle est variée, elle est complexe, et elle est évolutive, hein, comme la cuisine française. Et donc il va y avoir, il faut adapter, il faut qu'on montre que nos vins vont bien sur la cuisine chinoise. Alors il y a des choses qui vont plus ou moins bien. Bon, mais finalement, eux, ils sont beaucoup moins sensibles que nous. Nous, on a peut-être cette éducation à notre cuisine, et quand on goûte, eux, ils mangent le canard, ils préfèrent la peau que la chair, et surtout quand elle est bien cuite. Bon, c'est quelque chose d'assez particulier, mais il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner comme ça. Donc, la cuisine française s'implante doucement. Les Chinois voyagent, et ils viennent beaucoup en France, ils viennent beaucoup en Europe. Ils aiment beaucoup la France, ils aiment beaucoup les Français. Mais c'est avant tout à nous adapter à la cuisine chinoise. Ça, c'est clair. Une question tout à l'heure qui m'est venue quand tu parlais du prix des bouteilles, etc., pour ramener ça justement à la dimension économie. Tu disais en fait que c'était la rareté qui disait le prix du vin aujourd'hui, et que le marché rattraperait vite si jamais on a baissé le prix du vin. Donc c'est pas le prix du vin de sortie qui importe, c'est le marché qui crée le prix. Est-ce qu'aujourd'hui, le vin est seulement, ces grands vins, est-ce que c'est seulement un produit alimentaire, ou est-ce que c'est pas aussi devenu un produit de placement? Est-ce que la partie placement ne fait pas une partie du prix du vin? Alors la question du vin investissement, du vin placement, comme on entend parler un peu du pétrole aujourd'hui, et du prix du pétrole qui est peut-être surévalué à cause de gens qui spéculent sur le prix du pétrole, on a indiscutablement connu ça également dans le vin. Donc on connaît certaines personnes qui ont gagné beaucoup d'argent dans la bourse, pas spécialement en France, hein. Je parle de gens dans la City à Londres, je parle aux États-Unis à New York, je parle mais également en Asie, sur Hong Kong aujourd'hui, de gens qui ont acheté des grands crus parce qu'ils ont fait le constat que les 2000, même si on a pensé que les 2000 étaient chers, et ben, quelques années plus tard, ça valait 3 fois plus cher.
Et quand on a parlé de 2005 très cher, on s'aperçoit que quelques années plus tard, finalement, c'est 2005 qui n'était pas si cher que ça. Alors, il est évident que les spéculations se font plus sur les produits de grande notoriété et rares, ou produits en petite production. Donc ça se fait plus sur Ozone et Pétrus que sur un château carbonieux. Je suis désolé de citer des noms comme ça, mais et donc justement le consommateur, château carbonieux qui a un rapport qualité-prix top, ils n'ont pas doublé leur vin, leur prix de vin dans les 10 dernières années. Et justement, ça reste un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, ces bouteilles de premier cru qu'on voit à 1000 € aujourd'hui, et quand je vous dis 1000, j'ai plutôt envie de vous dire 1500 €. Il y a encore des gens qui vous disent oui, mais il y a des 2000 qui valent plus de 2000 €, ou des 82 qui valent plus de 2000 €. Donc pourquoi les 2005, plus cotés, plus renommés, n'iraient pas à 2000 € dans les prochaines années? Pourquoi pas? Voilà. Mais moi, je n'achète pas le vin pour ça. Il y a des gens qui le font, mais je pense que la grande majorité des gens qui achètent des grands vins achètent des vins pour les boire. Voilà. Et puis, il y en a quelques-uns qui jouent un peu à spéculer. Voilà. En se disant, j'espère que ces gens-là, finalement, dans le fond, ils se disent, bon, si on ne gagne pas, on les boira. Voilà. J'espère que derrière tout ça, il y aura quand même ce bon fond de dire, bon, de toute façon, on les boira. Alors que l'action en bourse, quand elle s'est cassée la gueule, elle est plus difficile à apprécier.